Bonjour, c'est Steve, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, je suis toujours au soleil, je prends même des couleurs. Je suis au bord de l'eau, un endroit magnifique à Montpellier. Et je quitte mon nord pour quelques semaines, histoire de me recharger, de prendre un stock de vitamine D pour affronter l'hiver de manière beaucoup plus sereine. Voilà, c'est très important, comme je le dis très souvent, de soigner son environnement pour se rééquilibrer et pour mener sa vie au mieux. Aujourd'hui, on va parler du problème de travail pénible. Comment identifier un travail pénible? C'est souvent ce qui intervient dans les problématiques des personnes très sensibles, c'est qu'elles se trouvent dans des situations où elles choisissent un travail pour répondre à des besoins de base, des besoins en lien avec la sécurité. Et finalement, on s'aperçoit que ces travaux, ce sont des travaux qui sont prises de tête au bout de quelques semaines. On s'aperçoit que ce sont des travaux qui bouffent énormément d'énergie et qui vous empêchent de vous sentir serein, alors qu'à la base, ce travail que vous avez choisi était un travail dans lequel vous êtes engagé pour retrouver une certaine forme d'équilibre dans votre vie. Alors on va se fier à la pyramide de Maslow. Le principe de la pyramide de Maslow, comme vous le savez certainement, a pour fonction de hiérarchiser les besoins. Alors il y a des besoins de base comme les besoins physiologiques, le besoin de sécurité. Alors les besoins physiologiques, c'est manger, boire, dormir. Les besoins de sécurité, c'est d'avoir suffisamment chaud, c'est d'avoir un toit pour dormir le soir. C'est avoir un endroit sécure où on se sent en sécurité, tout simplement. Et ensuite, il y a des besoins plus évolués, des besoins liés aux besoins de l'être, à l'épanouissement de l'être. Donc, c'est des besoins d'appartenance. Donc là, on est en lien avec l'épanouissement social à travers les relations. Il y a le besoin d'estime de soi, où on a besoin de développer un amour sur soi et de sentir la reconnaissance des autres aussi, ce qui fait que ça gonfle notre confiance en nous-mêmes et notre amour pour nous-mêmes. Et enfin, il y a le besoin d'accomplissement, celui d'accomplir des objectifs qui nous dépassent. On appelle ça aussi des besoins de réalisation, où on va faire des choses très symboliques pour soi, comme par exemple accomplir des rêves qu'on s'était juré d'atteindre lorsqu'on était enfant. Donc par exemple, je ne sais pas, grimper l'Everest, avoir une moto, s'acheter une voiture de course, avoir une maison à la montagne, je ne sais pas, traverser le globe sur un voilier. Tout ça, ce sont des besoins de réalisation personnelle. Vous comprenez bien la différence avec un besoin de base qui est justement avoir l'argent nécessaire pour s'acheter à manger. Là, on voit vraiment qu'il y a un gap et une grosse différence. Donc, pour ce qui est de la pénibilité du travail correspond aux deux premiers besoins, ceux qui sont à la base de la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. En revanche, une personne qui est plus épanouie, qui est mieux dans ses baskets, qui gère mieux sa sensibilité, est plus dans un besoin de croissance. Donc elle se situe au niveau 3, 4 et 5 des besoins de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi et les besoins de réalisation, les besoins d'accomplissement. Donc en général, lorsqu'on se situe sur cette partie-là de la pyramide, on est plus heureux, on est plus épanoui, on est plus créatif, on craint moins l'autorité aussi, et puis on est moins réticent au changement. On se sent également plus autonome et on ne dépend surtout pas d'autrui. C'est ça qui est très important. Alors il y a une étude du psychologue Joël Aronoff, j'étais obligé de prendre des notes sinon je n'allais pas me souvenir de son nom, Joël Aronoff qui a fait une étude sur une île des Caraïbes dans les années 50-60 entre des personnes qui cultivent la canne et qui récoltent la canne et des pêcheurs. Donc il y a le groupe A, ceux qui s'occupent de la culture de la canne dans les champs, et le groupe B, ceux qui s'occupent de la pêche sur une île dans les Caraïbes. Eh bien, ils ont constaté que les personnes qui travaillent dans les champs travaillent pour répondre à des besoins qui sont beaucoup plus en bas de la pyramide de Maslow. Je m'explique. Ils sont toujours dans une certaine forme d'insécurité parce qu'ils travaillent en groupe. En fait, c'est pas mal en soi de travailler en groupe, mais leurs revenus dépendaient uniquement du travail de groupe. Il n'y avait aucune individualisation du travail. C'est-à-dire que même s'il y a un gars qui ramasse énormément de canne à sucre et que l'autre, son père, ramasse beaucoup moins de canne à sucre, ils vont tous avoir le même salaire. C'est vraiment un travail associé au travail d'équipe. Ils ont aussi une très forte dépendance à l'autorité parce qu'il y a toujours un contremaître qui vient vérifier leur travail, qui vient vérifier qu'ils suivent une ligne bien droite dans le champ de canne à sucre. Donc ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire ce qu'ils ont envie. Ils sont très réticents au changement, ils ont très peur des changements, des aléas climatiques qui viennent entraver la culture de la canne parce que leur salaire dépend uniquement des récoltes en fait. Et s'il n'y a pas de récolte, évidemment, il n'y a pas d'argent qui rentre. Au contraire, le groupe des pêcheurs est un groupe beaucoup plus autonome, ils n'ont personne derrière eux. Ce sont des personnes qui doivent aussi faire face aux aléas climatiques, mais ils arrivent à s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a une tempête, s'il y a beaucoup de vent, si la mer est trop
houleuses, ils vont s'affairer à d'autres tâches. Par exemple, ils vont s'affairer à l'entretien de leur équipement, ils vont s'affairer à d'autres trucs. En fait, leur travail est beaucoup plus complet, ils peuvent alterner beaucoup plus de tâches. Ce qui fait que ce sont des personnes qui se sentent beaucoup plus sécures, qui sont beaucoup plus créatives parce qu'elles arrivent beaucoup plus facilement à s'adapter aux aléas environnementaux. Ils se sentent plus heureux aussi, ils ont une meilleure estime de soi parce qu'ils ont directement la récompense qui est corrélée à leur travail. C'est-à-dire que chaque pêcheur a un revenu individuel en fonction du nombre de poissons qu'il pêche. Alors que quelqu'un qui ramasse la canne à sucre, quelle que soit la quantité qu'il ramasse, il aura toujours le salaire corrélé à la performance du groupe. Donc les pêcheurs, bien qu'ils travaillent ensemble, ils s'entraident pour pouvoir continuer à pêcher ensemble en pleine mer. Bien qu'ils travaillent en équipe pour s'entraider, ils ont malgré tout un revenu individuel. Et bien cette étude a montré qu'en travaillant en parfaite autonomie et en ayant des liens de solidarité avec d'autres, on accepte beaucoup plus les risques, on accepte beaucoup plus les aléas de par le côté multitâche que réclame leur métier. Ce n'est pas toujours des tâches répétitives, c'est-à-dire avec un coutelas, couper de la canne, couper de la canne, couper de la canne. Non, eux, ils peuvent réparer leur équipement, ils peuvent décider à quelle heure ils vont pêcher dans la journée en fonction de la météo. Et puis, ils accordent aussi du temps pour avoir des distractions, des loisirs, c'est-à-dire jouer au loto, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc de pêcheur. Et c'est vrai, lorsque j'ai vécu en Martinique, je l'ai remarqué. Au bord de mer, il y a beaucoup de pêcheurs comme ça, qui vendent du poisson à la criée. Et lorsqu'il pleut, ils jouent souvent au domino avec un petit verre de rhum à côté. Donc, il y a le facteur social aussi. Vous comprenez, il y a le besoin d'appartenance sociale qui est aussi assouvi. Chose qui est beaucoup plus difficile au niveau de la culture de la canne à sucre. Donc, le groupe B, le groupe de pêcheurs est un groupe plus confiant. Il a beaucoup plus d'estime de soi parce qu'ils voient directement les fruits de leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont la récompense pécuniaire directement corrélée aux poissons qu'ils ont pêchés. Donc si un jour ils décident de ne pas pêcher, ils acceptent de ne pas avoir de salaire, et les jours où ils décident de partir en mer pour aller pêcher, ils ont la récompense immédiate. Donc ça, c'est très important. La gérance des imprévus, leur métier leur permet d'avoir une meilleure flexibilité, de mieux conjuguer avec les éléments autour d'eux. Et comme je l'ai dit, ils sont beaucoup plus créatifs, ils s'adaptent plus facilement aux éléments. Et donc, par conséquent, ils ont toutes les qualités requises pour être des personnes épanouies parce qu'elles sont absolument autonomes, elles sont directement responsables de leur niveau de vie. Alors, pourquoi cette étude? C'est simplement pour vous signifier, vous qui êtes personne hypersensible, vous qui vivez dans un monde occidental, c'est de bien choisir, de bien prioriser les raisons pour lesquelles vous choisissez un métier. Il ne faut pas choisir un métier pour les mauvaises raisons. Et très souvent, lorsqu'on est dans ce besoin d'insécurité, dans ce besoin d'urgence, on choisit un travail pour les mauvaises raisons. Et c'est clair, on choisit souvent un travail pour des raisons alimentaires. Il faut avoir un travail pour payer le loyer, pour payer les traites de la maison, pour l'éducation des enfants, pour nourrir tout le monde. Et ça, c'est une mauvaise raison. Alors je sais que c'est dur. C'est dur parce que ça demande un gros travail sur soi. Et très souvent, là ce matin, j'ai encore eu un coaching, on a travaillé ensemble sur comment mettre en place une activité autonome. Donc ça demande de sortir des schémas du salariat. C'est très souvent ce que je conseille. Après, ce n'est pas une solution qui est applicable à tout le monde, évidemment. C'est quelque chose qui doit d'abord se faire dans la transition, dans une certaine forme de progression, une évolution. On ne peut pas changer du tout au tout comme ça du jour au lendemain. Ensuite, effectivement, l'initiative individuelle comme ça demande une part de responsabilité, ça demande un engagement personnel. Et puis, il n'y a pas le même filet de sécurité que lorsqu'on est salarié. Mais là où vous allez retrouver une certaine forme de sécurité, si vous travaillez de manière autonome, c'est que vous allez être directement responsable de ce que vous gagnez. Vous allez être directement responsable de comment vous vivez votre journée, comment vous respectez vos rythmes biologiques. C'est vous qui allez mettre en place vos horaires, les personnes que vous allez fréquenter. Vous n'allez pas être soumis à des fréquentations que vous n'avez pas à choisir sur votre lieu de travail. C'est vous qui sélectionnez vos relations. Donc ça, chose très importante. Et puis après, effectivement, il y a tout un travail à faire sur votre environnement pour vous sentir sécure. Donc ça, c'est un travail qui est en lien avec les croyances que je vous propose de faire en coaching en tête-à-tête. Si vous souhaitez d'ailleurs réserver un coaching pour travailler sur votre situation et si vous avez cette idée de développer une activité autonome, et on ne va pas cacher les mots, on va dire une activité entrepreneuriale, c'est-à-dire peut-être commencer par une activité d'auto-entrepreneur, c'est ce que j'ai mis en place depuis que j'ai ouvert la chaîne YouTube. Ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser parce que j'ai eu cette expérience. J'ai quitté l'éducation nationale exprès pour créer une activité entrepreneuriale dans le milieu de la conférence. Bon, après, le Covid a fait que je n'ai pas pu continuer parce que ça craignait trop au niveau des réunions publiques. Je ne pouvais pas juste miser pour ça. J'ai préféré fermer ma boîte pour mieux recommencer après. Donc voilà, vous en avez la preuve, j'ai recommencé sur YouTube. Donc ce qui est intéressant ici, c'est comment je peux créer moi-même un espace de sécurité
faire le bilan sur ce que je sais faire, sur ce que j'aime faire et sur ce que les gens ont besoin. Et là, on rejoint le concept de l'ikigai où on retrouve vraiment le point de conjonction de ces trois facteurs, ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce que les gens ont besoin. Et là, vous allez trouver un marché. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un travail là-dessus. Si vous souhaitez vous autonomiser, si vous souhaitez ne plus dépendre de l'autorité, si vous souhaitez directement être acteur des revenus que vous allez percevoir, et tout simplement si vous souhaitez créer vos propres conditions de travail. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Si vous pouvez dès maintenant, si vous êtes peut-être déjà entrepreneur, mettre l'accent sur vos conditions de travail, faire en sorte que vous soyez plus flexible en fonction de tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous le voyez, moi, en ce moment je voyage, mes conditions de travail changent, je ne suis plus dans mon appartement où il n'y a pas de bruit, il y a beaucoup de monde derrière moi, il y a la plage, il y a du monde. Malgré tout, j'arrive à m'adapter pour continuer à vous faire des vidéos. Ben, je pense qu'il faut le prendre comme ça, quelle que soit votre activité. Je suis autonome, comment je peux faire pour m'adapter à mon environnement et cultiver un bien-être, une certaine forme de sécurité. Vous voyez, là, je peux vous parler sans trop me sentir insécure parce que j'ai choisi un endroit relativement calme pour vous parler, chose qui m'aurait été beaucoup plus difficile à faire en terrasse de café parce que je me sens écouté par les autres et j'aime pas ça. Donc vous, comment vous pouvez mettre ça en place dans votre secteur d'activité, dans vos conditions de travail pour vous sentir à l'aise et passer des besoins de base qui sont en lien avec la sécurité à un besoin beaucoup plus évolué, des besoins d'appartenance, rencontrer des personnes intéressantes, des besoins d'estime de soi, qu'est-ce qui me valorise, qu'est-ce qui me met en avant, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me flatte quelque part, parce que c'est pas mauvais quelque part d'avoir l'ego flatté par moment. Qu'est-ce qui me gonfle d'énergie et de confiance, et puis qu'est-ce qui me permet de réaliser mes besoins d'accomplissement. Qu'est-ce qui me permet de me dépasser? Qu'est-ce qui me permet de devenir une personne plus évoluée? Qu'est-ce qui me permet de grandir? Qu'est-ce qui me permet de croître? Qu'est-ce qui me permet de devenir une personne beaucoup plus aboutie? C'est en se transcendant soi-même qu'on arrive encore plus à se découvrir, à grandir et à faire ce qu'on a à faire sur cette terre. Et ce qu'on a à faire sur cette terre, ce n'est pas uniquement du travail. Le travail, c'est juste un moyen de subsistance. Si vous arrivez à mélanger travail et passion, là vous allez vous sentir exister. Là vous allez mettre du sens dans votre vie et tout sera cohérent, tout va s'aligner. Donc je vous conseille vraiment de vous concentrer sur vos besoins et de tout faire pour que vous puissiez être dans cette zone palpable que sont les besoins de l'être. C'est extrêmement important. Les besoins de l'être, c'est tous les besoins qui sont reliés à vos besoins de croissance personnelle. Si vous regardez cette chaîne et que vous vous considérez hypersensible, c'est que déjà vous avez fait une grande part du boulot. C'est que vous êtes déjà en train de vous questionner sur votre manière d'exister au monde, sur le positionnement que vous voulez avoir dans ce monde. Vous vous questionnez vous-même par rapport à vous-même. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je retourne sur ma terrasse de café pour travailler la suite. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.